à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour nos petites chroniques hebdomadaires sur l'histoire de la cour des Tudors de 1485 à 1603. Toujours plein d'événements, comme je vous le dis chaque semaine, je me répète, mais il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements majeurs dans cette cour qui concernent de très nombreux personnages. Vous pourrez les retrouver dans mon ouvrage Chronique de la cour des Tudors, disponible sur Amazon, un livre vraiment qui détaille tous ces événements-là. Alors cette semaine, j'ai choisi de vous parler de plusieurs événements. Il y a eu en 1511 la mort du premier fils d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Nous en avons déjà parlé dans d'autres chroniques, notamment lors de sa naissance ou d'événements concernant ses parents, donc je ne vais pas trop développer. Il y a eu le 22 février 1540 le couronnement de Marie de Guise comme reine d'Écosse, la mère de Marie Stuart. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le 24 février 1500, ce fut la naissance de Charles Quint. En 1525, donc 25 ans plus tard, ce fut un événement lié à Charles Quint et à François Ier, puisque ce fut la fameuse bataille de Pavie où notre roi français a été fait prisonnier. Et le 25 février 1570, ce fut l'excommunication de la grande reine Élisabeth Ier. Et en 1601, eh bien, ce fut l'exécution de l'un de ses favoris les plus importants, appelé Robert d'Évreux. Alors c'est parti pour cette semaine. Donc en quelques mots, en 1511, eh bien, notre petit Henri, duc de Cornouailles, premier fils de Catherine d'Aragon, décéda au château de Richmond à Londres. Il n'avait que 52 jours. Les causes de sa mort restent inconnues, mais on sait très bien que la mortalité infantile était extrêmement importante à l'époque. Il était né le premier jour de l'année, le 1er janvier, et il était affectueusement appelé le prince Hal. Une naissance qui fut célébrée en grande pompe à Westminster avec des banquets, avec des tournois prestigieux en son honneur. Et selon les contemporains, eh bien, ce fut l'un des événements les plus coûteux du règne d'Henri VIII après les funérailles d'Henri VII, son père, et du fameux camp du Drap d'Or qui eut lieu en France près de Calais en 1520. Ce qui est très intéressant, c'est que ces célébrations avaient été consignées dans des rouleaux de parchemin en vélin qui existent toujours et qui s'appelle The Westminster Tournament Roll. Je vous le présente ci-dessous. C'est un très très beau parchemin tout en longueur, décoré avec des enluminures extraordinaires. Ce parchemin est composé de 36 pièces de vélin assemblées les unes avec les autres et qui mesure au total 18 mètres de long. Donc c'est quand même un parchemin absolument extraordinaire. Donc comme nous le savons, malheureusement, la joie de la reine et du roi ne furent que de courte durée. Ce petit prince décéda et on comprend parfaitement pour les parents et pour le royaume que ce fut une perte absolument effroyable. Bien des années après, dans un autre royaume, le royaume d'Écosse, eh bien, ce fut le couronnement de Marie de Guise, la reine consort de Jacques V d'Écosse, mère de Marie Stuart à l'abbaye de Holyrood, près d'Édimbourg, en Écosse. Donc Jacques V était le fils de Jacques IV d'Écosse et de Margaret Tudor, la sœur aînée d'Henri VIII. Et Marie de Guise, quant à elle, était la fille aînée de Claude de Lorraine, duc de Guise et d'Antoinette de Bourbon. Elle était aussi la veuve du duc de Longueville. Et Jacques V, lui, avait épousé en premières noces Madeleine de Valois, l'une des filles de François Ier et de Claude de France. Mais nous nous souvenons que Madeleine était décédée peu de temps après son arrivée en Écosse, en 1537. Donc Marie de Guise avait également été sollicitée par Henri VIII pour devenir son épouse après le décès de Jane Seymour, lorsqu'il cherchait une nouvelle épouse et que c'est Anne de Clèves finalement qui devint sa 4e femme. Mais Marie de Guise refusa en précisant que son cou était trop petit, en référence à Anne Boleyn qui avait été bien évidemment décapitée à la Tour de Londres en 1536. Toutes les cours d'Europe avaient été informées de cette effroyable exécution et évidemment bien peu étaient les épouses potentielles qui voulaient rejoindre la couche d'Henri VIII. Alors Marie de Guise choisit d'épouser Jacques V, le roi d'Écosse. L'union eut lieu tout d'abord par procuration en mai 1538 et physiquement en présence des deux époux à Saint-Andrew la même année. 40 jours de réjouissance suivirent ce mariage avec des festins, des bals, des chasses, des tournois, de la fauconnerie, des
des compétitions d'archers, Marie de Guise tomba enceinte à la fin de l'été 1539 et Jacques V décida de son couronnement qui fut réalisé par le cardinal Beaton. Un héritier mâle naquit le 22 mai 1540, suivi par un autre garçon en avril 1541, mais malheureusement les deux petits décédèrent peu de temps après leur naissance et ils furent inhumés à l'abbaye de Holyrood. Ce n'est que le 8 décembre 1542 que Marie de Guise donna enfin naissance à un enfant vivant et en bonne santé, mais c'était une fille et ce ne fut pas grave puisque ce fut Marie Stuart qui devint quand même reine d'Écosse. Toutefois, Jacques V a été extrêmement perturbé par cette naissance. Il était alors très malade et il décéda quelques jours seulement après le 14 décembre 1542, laissant le trône à sa fille qui n'était alors âgée que de 6 jours. Marie de Guise ne devint pas régente du royaume à ce moment-là. Elle resta près de sa fille en Écosse et elle prit la régence plus tard, en 1554. Et c'est à ce moment-là que la jeune Marie fut envoyée en France à la cour de Catherine de Médicis et d'Henri II pour qu'elle soit élevée avec les enfants royaux. Elle a donc grandi avec les enfants de Catherine de Médicis et d'Henri II et elle épousa plus tard, en premières noces, le dauphin de France, François II, qui décéda justement en 1560 et c'est après que Marie dut regagner son royaume d'Écosse. Entre-temps, eh bien, Marie de Guise était décédée. Son cercueil resta dans la chapelle Sainte-Margaret à Édimbourg jusqu'en mars 1561 et il fut transporté ensuite par bateau en France pour être inhumé à l'abbaye Saint-Pierre-les-Dames de Reims, une abbaye qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Nous voici donc le 24 février 1500 avec la naissance de Charles de Habsbourg, futur Charles Quint, à Gand en Belgique. Il était le fils de Jeanne de Castille, une des filles d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, et de Philippe de Habsbourg ou Philippe d'Autriche, dit Philippe le Beau. Ses grands-parents maternels étaient les rois catholiques d'Espagne et ses grands-parents paternels étaient Maximilien Ier, l'empereur du Saint-Empire germanique, et Marie, duchesse de Bourgogne. Charles était l'héritier de trois puissantes dynasties, celle des Habsbourg, celle des Valois-Bourgogne et celle de la maison de Trastamare, une dynastie italiano-espagnole. Charles était aussi le neveu de la première épouse d'Henri VIII, Catherine d'Aragon, et en 1521, il fut fiancé à leur fille Marie Tudor qui n'avait alors que 6 ans, lui en avait 24. Il ne souhaita finalement pas attendre la majorité de Marie et épousa Isabelle de Portugal en 1525. Donc Charles et Isabelle eurent 7 enfants, dont Philippe, Philippe II qui succéda à son père, et il eut aussi des enfants avec ses maîtresses. On sait que Charles fut le roi des Espagnes, les Espagnes médiévales, la Castille, l'Aragon, l'Andorre, la Navarre, sous le nom de Charles Ier, de 1516 à 1556, et il fut empereur du Saint-Empire romain germanique de 1519 à 1556. Alors lorsqu'il abdiqua, eh bien c'est son fils Philippe II qui monta sur le trône d'Espagne et par contre, eh bien c'est son frère Ferdinand Ier qui devint empereur du Saint-Empire germanique. Charles Quint avait une mauvaise santé, il avait constamment mal à la mâchoire, il était épileptique, il souffrait de la goutte, d'asthme, de diabète, d'hémorroïdes, donc il vécut une fin de vie douloureuse et il se retira au monastère d'Isut en Estrémadour, en Espagne. Alors 25 ans plus tard, 25 ans après cette naissance, eh bien un autre événement fut très important en date du 24 février. Ce fut la bataille de Pavie dans le cadre de la 6e guerre d'Italie. La bataille de Pavie qui opposa le roi de France François Ier à Charles Quint, le roi d'Espagne et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Ce fut une défaite cuisante pour le roi de France sur la tentative de domination du nord de l'Italie. On se souvient que François Ier avait été vainqueur en 1515 à la bataille de Marignan, et bien 10 ans plus tard, il était défait justement par l'empereur. Cette bataille ne dura qu'une heure environ, c'est une bataille qui fut courte, mais qui causa entre 10 000 et 12 000 morts.
blessé ou prisonnier pour le côté français. Le roi François Ier fut lui-même fait prisonnier, la déroute était totale, il fut amené en Espagne où il resta en captivité pendant plus d'1 an, en attendant le versement d'une somme colossale qui était réclamée, d'une rançon colossale qui était réclamée, et de la signature d'un traité qui prévoyait la restitution des terres du duché de Bourgogne et du comté du Charolais, l'abandon de la revendication de l'Artois, des Flandres et de la péninsule italienne, ce qui faisait beaucoup. Et en échange de sa libération, eh bien, ce sont ses 2 fils, les 2 fils de François Ier, François, qui était le dauphin, l'aîné, et Henri, celui qui lui succéda finalement sous le nom d'Henri II, roi de France, qui prirent la place de leur père en Espagne et qui restèrent prisonniers pendant plus de 4 ans en attendant le versement complet de la rançon. Donc ce fut vraiment un événement très important. Et puis encore plus tard, ce 24 février en 1530, eh bien Charles Quint fut couronné par le pape Clément VII. Il fut couronné empereur selon la tradition carolingienne dans la cathédrale de Bologne en Italie. Il devint le roi des Romains. La date de couronnement fut justement choisie par rapport à son anniversaire de naissance, et ce couronnement revêtit toute une symbolique où l'empereur à genoux devant le pape prononça des vœux solennels avec des formules rituelles. Il reçut la couronne impériale, le sceptre d'or, la pomme d'or, l'épée, et il devint le puissant empereur Charles Quint que nous connaissons. Alors nous allons terminer notre chronique le 25 février 1570. Ce fut l'excommunication de la reine première d'Angleterre par une bulle du pape Pie V. Donc cette bulle portait le nom de Regnam Ineclensis et elle accusait la reine d'être une servante du crime et une hérétique. Le pape dégageait alors tous ses sujets d'allégeance envers elle et excommuniait toutes celles et ceux qui obéiraient à ses ordres. Cette bulle était écrite en latin et elle poussa le gouvernement anglais à des mesures répressives contre les jésuites dont il craignait qu'ils agissent en faveur du pape et de l'Espagne. En 1580, le pape Grégoire XIII publia une clarification expliquant que les catholiques devaient obéir à la reine pour les affaires civiles seulement jusqu'à son renversement. Et le pape Sixte V, en 1588, renouvela la bulle d'excommunication solennelle contre elle. Alors ce 25 février 1501 fut aussi une date extrêmement importante pour la reine Élisabeth, extrêmement triste. Ce fut l'exécution de Robert d'Évreux, le 2e comte d'Essex, ancien favori de la reine, qui avait 34 ans. Alors là c'est pareil, hein, la reine avait beaucoup aimé ce jeune homme qui était le beau-fils de Robert Dudley. Robert Dudley qui fut vraiment son premier favori, un ami de toujours, Robert qu'elle aima toute sa vie. Avec Robert Devereux, eh bien, elle avait 30 ans d'écart, mais ce jeune apportait énormément de fraîcheur à la cour. Il était très malin, il savait faire en sorte de complimenter la reine, et la reine s'était vraiment entichée de lui. Malheureusement, eh bien, cet incroyable flatteur était aussi un ambitieux qui dérogea à de nombreuses règles et qui fut nommé lieutenant d'Irlande par la reine, mais dont ce poste ne lui convenait pas du tout, et donc il rentra en Angleterre sans l'accord de la reine, après avoir traité avec des lords irlandais contre l'avis du Conseil de la reine et du Parlement, et petit à petit, eh bien, sa relation avec la reine se détériora et il alla même jusqu'à tenter un coup politique, une rébellion contre elle, et voulut prendre le contrôle de la ville de Londres le 8 février 1601. Il fut donc arrêté et condamné, et le 25 février, vers 8 heures du matin, il fut conduit hors de la tour de Londres vers l'échafaud. Vêtu de noir, mais portant un gilet rouge brillant, il reconnut ses fautes, il pria la foule de près d'une centaine de personnes de prier pour lui, il récita les versets du psaume 50-51, il pardonna au bourreau pour qu'il puisse faire son office normalement.
Et malheureusement, tout comme pour notre pauvre Marie Stuart, eh bien, il fallut 3 coups de hache avant que la tête ne se décolle du corps pour la fin de ce malheureux Robert d'Évreux. Il fut ensuite inhumé à la chapelle Saint-Peter ad Vincula, à l'intérieur de la tour de Londres. Le bourreau qui exécuta Robert d'Évreux est connu. On connaît parfois peu les bourreaux, hein, il n'était pas nommé, mais celui-ci était connu. C'était Thomas Derrick, un homme que Devereux justement avait gracié à la suite d'un viol sous condition de devenir exécuteur des hautes œuvres, c'est-à-dire bourreau. Et ce fut ce dernier qui lui ôta la vie le 25 janvier 1601. Donc Derrick fut l'un des bourreaux les plus tristement connus de la période élisabéthaine, au cours de laquelle il exécuta plus de 3000 personnes. Et c'est un homme qui travailla à améliorer son outil de travail, et à la place d'une simple corde accrochée à une branche, il mit au point un dispositif de poutre, un système de levage et de poulie pour faciliter la pendaison. Et oui, les bourreaux bénéficiaient de différents outils pour donner la mort. La hache n'était pas le seul moyen de mise à exécution. Donc voilà, et bien pour cette semaine du 22 au 28 février, encore beaucoup d'éléments que vous pourrez retrouver dans les chroniques de l'histoire. Merci toujours d'être présent, merci d'être là, de votre attention. Je vous retrouve tous les jours sur ma page Facebook Les Chroniques de l'Histoire par Sandra, où je partage avec vous des faits historiques, des faits littéraires, de très belles photos. Donc nous sommes ensemble au quotidien. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine.